La victime est décédée par noyade. Mais fait plus étonnant, les médecins relèvent des blessures sur le torse de Lucas François. 9 côtes cassées au total. Pour les enquêteurs, il y aurait donc eu une violente bagarre entre Éric et Lucas. Cagnes-sur-Mer, dans le midi de la France. André Sommer, ancien officier de marine, prépare sa valise. Demain, il part pour les Caraïbes. Mais pour lui, pas question de vacances. Il va voir son fils, Éric, en prison, accusé de meurtre. J'ai amené quelques livres aussi pour Éric, parce que, bon voilà, j'ai pensé qu'il fallait qu'il médite un petit peu, lui aussi. J'y vais parce que ça fait déjà pas mal de temps où je n'y suis pas allé, et j'ai senti quand même, chez Éric, que son courage s'effritait un petit peu, quoi. Cela fait près de 3 ans qu'Éric clame son innocence. Il attend toujours d'être jugé. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des fois, tout à fait au début, où on me laissait penser que la fois d'après, il y aurait un dénouement heureux. Mais il y aura un dénouement. Le comble, c'est de ne pas avoir de dénouement. Voici une valise remplie d'espoir. Je la boucle et j'espère qu'elle sera effectivement porteur de beaucoup d'espoir. Il faudra 9 heures de voyage à André pour arriver sur l'île où se trouve son fils, à 8000 km de là. Sainte-Lucie, une ancienne colonie britannique. Un petit territoire paradisiaque situé à 2 pas de la Martinique, entre océan Atlantique et mer des Caraïbes. Toute l'année, les touristes du monde entier viennent profiter de ces plages de sable fin et d'une eau à 27 degrés. C'est dans ce décor de rêve qu'Éric, le navigateur solitaire, avait décidé de jeter son ancre. Barbara l'a bien connu, il venait régulièrement boire un café ou une bière à la terrasse de son restaurant. Le bateau d'Éric était juste là-bas. Il vivait de façon complètement autonome. Il avait un frigidaire, un congélateur, sa machine à laver, tout ce dont il avait besoin. Et c'est comme ça qu'il aimait vivre, avec son chien, sur son bateau. Une vie qu'il a choisie depuis tout jeune, loin des contraintes de la société. Cela faisait 25 ans qu'Éric écumait la mer des Caraïbes sur son chalutier, un navire qu'il manœuvrait seul. À chaque escale, il gagnait sa vie grâce à des petits boulots en réparant les bateaux des autres, à l'aide de machines-outils qu'il avait en soute. Mais cette vie d'aventurier sans histoire va basculer en une après-midi. Ce jour-là, le 12 mai 2012, il fait une sieste sur son bateau. Sur la plage, juste en face, un homme, Lucas François, boit des verres de rhum dans ce bar. L'homme serait un marginal du coin. À 53 ans, il serait un peu dealer, un peu vagabond. Il propose aux touristes de petits services en échange de quelques dollars. Buckley, qui travaille sur la plage, est l'un des derniers à l'avoir vu ce jour-là. Lucas avait pour habitude de traîner sur cette plage. Ce jour-là, avant l'incident, je l'ai vu, il était tout gai. Il avait bu de l'alcool, et puis il était avec cette jeune fille. Quelle jeune fille? Je ne me souviens pas de son nom. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils sont partis ensemble sur un petit bateau. La jeune fille en question, Didri, est une amie de Lucas. Elle connaît aussi Éric, le Français. C'est elle qui propose à Lucas François d'aller le saluer sur son bateau, ancré à 300 mètres de la plage. Ivres tous les deux, ils prennent un bateau-taxi et se font déposer sur le bateau d'Éric. C'est là qu'une altercation aurait éclaté entre les deux hommes.
François Lucas tombe à l'eau. La suite, c'est un témoin clé de l'enquête, Marcus Mann, qui nous la raconte. Il pêchait au moment des faits, à quelques mètres du bateau d'Eric. Il accepte de nous emmener sur les lieux de l'incident. J'ai vu quelqu'un nager derrière le bateau d'Eric. Il était tout près, à 1 ou 2 mètres de l'embarcation, et j'ai entendu la personne crier « Au secours !» Dans la panique, il remonte ses lignes et décide de contourner le bateau d'Eric pour porter secours à Lucas. Eric était debout sur le pont en train de me regarder. Didri aussi me regardait. Et comme si de rien n'était, elle m'a salué d'un grand geste amical. Et tout en remontant mes lignes de pêche, je leur ai crié « Mais qu'est-ce que vous allez faire de lui ?» en montrant Lucas dans l'eau. Et Eric m'a répondu en hurlant « Putain, qu'il aille se faire foutre !» Lucas est emporté par le courant. Marcus réussit à le rejoindre 200 mètres plus loin. Je me souviendrai toujours de ce moment-là. Il me regardait droit dans les yeux, puis il a commencé à couler et il ne remontait plus. Lucas semble sur le point de se noyer. Marcus le récupère et de toutes ses forces, remonte son corps sur le bateau. Sa tête était là, son corps ici et ses jambes pendaient à l'arrière. C'est là que je lui ai fait des massages cardiaques pendant une bonne minute 30. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à recracher un peu d'eau et ses yeux ont un peu bougé. Lucas François est toujours en vie. Marcus appelle les secours qui récupèrent la victime tout en lui prodiguant des massages cardiaques jusqu'à ce ponton. Une ambulance le conduit immédiatement à l'hôpital où il meurt. Mais cette mort est suspecte. Le lendemain, la police demande une autopsie, dont voici les conclusions. La victime est décédée par noyade. Mais fait plus étonnant, les médecins relèvent des blessures sur le torse de Lucas François. 9 côtes cassées au total. Pour les enquêteurs, il y aurait donc eu une violente bagarre entre Eric et Lucas. Eric aurait blessé Lucas, puis l'aurait poussé à l'eau. Handicapé par ses fractures, il se serait alors noyé. Ce seraient donc les coups d'Eric qui auraient provoqué la mort de Lucas. Il est arrêté par la police et interrogé dans ce commissariat pendant 5 jours, sans avocat et sans pouvoir prévenir son père. Au final, il est inculpé de meurtre et conduit en prison, d'où il ne sortira plus. Eric a-t-il vraiment frappé Lucas? Est-il le meurtrier? Ce matin, nous retrouvons André. Il doit voir Eric en prison. Alors, regarde les barbelés qu'il y a, regarde tout ça, tu vois. Il est tendu et ému à la fois. Cela fait 3 mois qu'il n'a pas vu son fils. Nous le suivons avec une caméra cachée, seul moyen d'obtenir la version d'Eric sur ce qui s'est passé le jour du drame. Qui êtes-vous pour Eric? Je suis son père. À l'entrée, tous les objets doivent être laissés dans un casier, mais la fouille ne détectera pas notre mini-caméra. Eric apparaît derrière le parloir. La vitre, même brisée, ne laisse passer aucun son et il faut coller ses lèvres à une grille métallique pour se comprendre. Si on parle comme ça, tu entends beaucoup mieux, t'entends bien là? Parfaitement. Bon, ouais, là tu m'entends. Ah ouais, là je t'entends très bien. Eric revient sur cette journée du 12 mai 2012. Il admet s'être disputé avec Lucas François, mais affirme ne pas s'être battu avec lui. J'ai vu ce mec, c'était le mec avec qui j'avais une altercation 2 jours avant qui m'avait ponctionné $20 dans la rue. J'ai regardé le mec, j'ai dit, quand j'ai vu ce mec-là, j'ai fait waouh, il n'a rien à faire là. Et j'ai dit dégage de là, le mec m'a rigolé à la tête, je l'ai poussé. Même la fille lui a dit you go, hein, et le mec, chouf, il est parti à l'eau, hein, il a sauté à l'eau. Le mec, à tout moment, il était capable de remonter sur l'annexe ou de s'accrocher à l'annexe. Hein. Exactement. Ouais. Donc le mec, il était à 10 mètres de l'annexe, hein, tout le temps.
Aujourd'hui, Eric a peur pour sa vie. Seul étranger dans cette prison surpeuplée, il est victime des violences quotidiennes des autres prisonniers. C'est chaud dedans. C'est chaud? C'est chaud. Ouais. On va te crever, on va te couler ton bateau, c'est chaud, c'est du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir, on te dit ça? Ouais. Tu as des gens qui t'aiment? Oui, je sais. Tu as des gens qui s'occupent? Ah mais il y en a beaucoup, oui. Ça, Bon, tu le sais. Eric n'en dira pas plus. Les 30 minutes autorisées sont écoulées. Le père et le fils doivent se séparer une fois de plus. On va mourir ici. Ok. Et ta malade. On va y arriver, papa. La version d'Eric est en complète contradiction avec celle des enquêteurs. Pas de bagarre, mais une simple altercation. Une version confirmée par la déposition de Didri, la jeune femme, unique témoin des faits. Avez-vous vu Eric pousser la victime? Eric n'a pas frappé la victime. Il l'a juste poussée. Si Lucas François n'a pas été frappé, qui est responsable de sa mort? D'où proviennent ces blessures? Nous sommes allés voir le médecin qui a autopsié le corps de la victime. Et surprise, il révèle que les fractures de Lucas pourraient avoir été provoquées par les massages cardiaques. Quand une personne fait un massage cardiaque et qu'elle enfonce la cage thoracique de 2 à 5 cm, ça peut tout à fait provoquer des fractures sur les côtes. Et 9 côtes cassées, ça peut arriver? Oui, 9 côtes, c'est possible. Vous pouvez même avoir 6 côtes fracturées de chaque côté. Des précisions capitales qui pourraient définitivement innocenter Eric. Mais son procès est sans cesse repoussé. Aujourd'hui, Eric doit comparaître devant les juges qui doivent fixer la date de son procès. Comment vas-tu? Bien. Tu vas? André Sommer se rend à l'audience, même s'il n'a pas trop d'espoir. Voilà, en route vers le tribunal. Un petit peu l'estomac pincé. C'est toujours comme ça? Bah, c'est toujours comme ça parce que je n'ai jamais eu le moindre point positif. Nous ne suivons pas André. Nous ne sommes pas autorisés à le filmer dans le tribunal. Mais nous le retrouvons 2 heures plus tard, à sa sortie, l'air triste et dépité. Eh bien, ça s'est passé mal comme d'habitude. Ça continue à traîner, ça continue aussi à être déprimant. Et ça déprime tous les gens qui s'occupent de voir que les mois, les semestres, les années passent et que nous ne progressons pas et nous ne savons vraiment pas quelle sera l'issue de tous ces renvois. L'audience a tourné court, une fois de plus. Ce soir, André prend l'avion pour retourner en France. Eric, lui, a déjà regagné sa prison. Le prochain rendez-vous devant les juges a lieu en décembre. Mais Eric et ses proches redoutent que ce soit encore un coup pour rien.